Donc, Toutankhamon, c'est The Golden Pharaoh, comme on dit, le roi pharaonique doré qui brille toujours, qui fascine toujours. C'est vrai. Toutankhamon, à chaque fois qu'on déclare son nom, tout le monde va suivre les nouvelles. Toutankhamon, c'est une raison de publicité de l'Égypte dans le monde entier. Une fois qu'une agence de voyage veut faire une vente, elle place tout de suite le masque de Toutankhamon. On peut dire tout enfant en France rêve de lui et de son cercueil. Tous les enfants font des achats en souvenir, en petits cadeaux, sarcophage et cercueil du roi jeune. Pourquoi? Parce que c'est le pharaon le plus célèbre, c'est celui qui nous a laissé une tombe intacte, qui nous a laissé un mobilier funéraire complet, qui nous a laissé le poids d'or le plus important de l'histoire. Et en plus, quand on visite le travail qui a été laissé, il est unique. Par exemple, le masque, avec le premier cercueil, quand on le regarde, il a été travaillé avec des pièces demi-précieuses, comme lapis-lazuli, turquoise, cornaline. Quand on regarde le détail de l'or lui-même, il est fabuleux. Quand on repère comment ils ont placé 3 cercueils l'un sur l'autre, comme les poupées russes, on parle d'une période 1350 avant notre ère. Ça veut dire plus que 3000 ans d'aujourd'hui qu'ils ont pu faire un travail pareil. Le détail qui a été réalisé nécessite des bijoutiers de qualité, de grande qualité. Les travaux, les couleurs elles-mêmes de la tombe sont restées vifs, comme si on a fini le travail aujourd'hui. Les bijoux... Tous les bijoux qui ont été placés. On a un détail comme par exemple les lits funéraires du roi. On a un lit pliant qui a été découvert dans la tombe. Et c'est le seul pli pliant de l'histoire de l'homme qui a été trouvé. Aujourd'hui, quand on parle d'un lit pliant, c'est un produit du XXe siècle. Mais Toutankhamon, il le possède parce que quand il allait à la chasse et à la pêche, il le ramenait avec lui. Et les secrets derrière sa mort, même? L'histoire de sa mort reste toujours, on peut mystérieuse. dire, avec un grand point d'interrogation attirant. Ou plutôt, on a pu vraiment arriver à des telles réalités. J'espère qu'on ne trouve pas la réalité. Le mystère est beau. Il est très attirant. Oui. J'ai beaucoup de nouvelles, de diversité touristique et culturelle même. C'est pourquoi, très très rapidement, nous devons vous proposer, avec nos chers téléspectateurs, cette nouvelle. La ministre de la Culture, Dr Inès Abdeldaim, a inauguré lundi la 3e foire du livre à la cathédrale Saint-Marc d'Alexandrie. La foire, qui a pris fin le 10 août dernier, a compris 5000 titres publiés par les différentes maisons d'édition ou de publication dans la bibliothèque de la famille. Les livres sont vendus à des prix convenables avec un rabais de 20% pour les publications de l'organisme général égyptien du livre. La ministre était accompagnée du président de l'organisme égyptien du livre et du secrétaire du patriarcat des Coptes orthodoxes d'Alexandrie. Donc, c'est un événement à Alexandrie. Un autre événement culturel qui attire, bien sûr, si je peux dire, beaucoup... Il est super parce qu'il est en parallèle avec la bibliothèque d'Alexandrie. C'est très bien qu'on trouve que chaque province a un thème, que chaque province se spécialise. Le fait que la province se spécialise dans un domaine, la province elle-même devient un point d'attraction pour cette clientèle. Car le fait que quelqu'un, par exemple, qui aime les livres, ou qui aime la lecture, ou qui aime les lieux où il y a les grandes bibliothèques internationales, ou qui aime se promener entre les livres, il ne serait pas intéressé à voyager d'une ville à une autre à la recherche. Si tout est groupé dans une ville, la ville devient une foire. Le fait que vous créez d'une ville foire, c'est déjà une publicité. Elle devient une célébrité, pas seulement sur le niveau égyptien, mais sur le niveau international. Quand on a réalisé à Alexandrie la nouvelle bibliothèque, déjà, elle a eu des points très forts. Le premier, c'est qu'elle a été à l'endroit de l'ancienne bibliothèque. L'ancienne bibliothèque n'était pas une bibliothèque comme déclarée à nos jours. Le terme bibliothèque, à l'époque de l'ancienne Égypte, voudrait dire université. Ce qui veut dire que l'Égypte possédait une université à l'époque grecque-romaine et que cette université allait exporter au monde entier les savants. Ce qui veut dire qu'on était le fabricant des savants du monde entier. Et de là que tous les livres qui ont été lancés en tête des nouvelles sciences, c'était de chez nous, que ce soit en mathématiques, en médecine, en astronomie et autres. On était les pionniers à la formation des connaisseurs des sujets. Ça, c'était le rôle de la bibliothèque d'Alexandrie.
qui possédaient des parchemins et des papyrus à n'en plus finir. On a juste une écriture qui nous donne une idée de la part d'Alexandre. Après la bataille qui a eu lieu et qu'il y a eu un incendie à l'époque de César, il a voulu compenser Cléopâtre. Et on a un texte qui dit qu'il a fait pour l'Égypte 600 000 parchemins en cadeau pour compenser cette partie brûlée. Ce qui veut dire mais le fait que la cathédrale de Saint-Marc d'Alexandrie essaye d'organiser une telle foire, leur troisième foire. Ça correspond exactement au thème. Ça veut dire que l'Égypte aujourd'hui, celle qui possédait à l'Église ce qu'on appelle l'école d'Alexandrie, l'école de théologie, l'école symbolique qui faisait l'explication de la Bible, aujourd'hui, dans ces mêmes lieux, dans le lieu où on avait nos théologiciens, les débats de la Bible, on a un lancement de livres, ce qui veut dire que le dogme et la foi sont maintenant en exposition internationale pour montrer l'orthodoxie de l'Égypte et pour montrer qu'on a les centres d'études et les centres de formation. Actuellement, j'ai une autre nouvelle tout à fait intéressante, encore une fois, c'est les préparatifs du 5e édition sur le Forum du tourisme religieux à Sainte-Catherine. Donc les sont de côté, l'Alexandrie et la Méditerranée pour arriver aux montagnes à Sainte-Catherine, qui représente aussi, je peux dire, le point qui rassemble 3 religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour vous donner plus d'explications, la Commission des affaires religieuses et des Waqf à la Chambre des députés a tenu une réunion pour examiner les préparatifs de la tenue du 5e forum sur le tourisme religieux prévu du 10 jusqu'au 12 octobre prochain à Sainte-Catherine. Le forum se tiendra sous le thème « Ici, nous prions ensemble ». Le thème est beau. Le fait de présenter cela représente la paix. La paix entre les 3 religions sur la terre égyptienne. Mais si on parle de tourisme religieux, il est concentré sur chrétiens et musulmans. Sur chrétiens et juifs. Car les juifs viennent pour le mont Moïse. Ils veulent être sur les pas de Moïse. Ce qu'on appelle l'Exode, eh bien, il y a une grande traversée, une installation dans cette zone. Et de là qu'ils veulent voir le puits duquel il a bu de l'eau, le puits où il a vécu pendant 40 ans, le lieu où il a formé sa famille, le lieu où il a fait son voyage, et le lieu de son retour de l'Égypte avec son peuple et son installation. Et même, c'est le lieu où ils ont regroupé les bijoux pour faire un taureau pour l'admirer. Et ensuite, il est venu et il est devenu en poudre et poussière. De là qu'on trouve que les Juifs aiment venir dans cette zone, sur les pas de Moïse, et pour tous les souvenirs, ou bien pour pratiquer toute l'écriture biblique, de l'Ancien Testament de la Torah. Et pour les chrétiens, il y a le monastère de Sainte-Catherine. Et il y a encore le corps de Sainte-Catherine. Il y a le monastère grec-orthodoxe. Et de là qu'ils font un tourisme pour monter la montagne, pour passer leur retraite religieuse et pour faire un temps, on peut dire, assez agréable à revoir les icônes anciennes et pour voir l'histoire de la foi de ces moines qui étaient dans la région. Si je peux dire, où se trouve actuellement le trajet de la Sainte Famille? Il y a à peu près 2 ans, on a parlé beaucoup de tels trajets, notamment à travers la coopération de l'Église copte orthodoxe. Copte orthodoxe, mais aussi catholique. Oui, latine. Alors, l'Église catholique latine, elle a déclaré ce voyage en tant que pèlerinage. Et ça, c'est un accord qui a eu lieu après 10 ans d'efforts de la part de l'Égypte pour qu'elle puisse placer ce circuit en tant que lieu de pèlerinage. L'importance vient dans le suivant. C'est que vous pourriez avoir régulièrement des groupes qui viennent pour faire le circuit du nord au sud. Le sud se termine à Sout, à Der el-Moharrak. Et le nord démarre dans une province comme Zakazik, Shar'iyya. Par contre, le côté Sinaï ne prend pas beaucoup d'efforts. Ça veut dire qu'on ne fait pas un passage par le Sinaï malgré la traversée de la Sainte Famille. La raison, elle est simple, c'est que ce voyage en détermine plus que 40 points d'arrêt pour la Sainte Famille. Par contre, ce qui est préparé pour la réception des groupes, il y a 9 points précisément. Et petit à petit, l'Égypte pourra rajouter des points.
On ne peut pas tout faire à la fois. Ouais. On a fait nos démarches. Donc on essaie de reconstruire les points. Les 42 points, on Ouais. essaie de les reconstruire. Jusqu'aujourd'hui, on a pu faire 9 et les gens visitent. Oui. Le message que vous voulez, bien sûr, adresser ce forum intitulé « Ici, nous prions ensemble », c'est la lutte contre le terrorisme, la paix mondiale, mais aussi l'Égypte, c'est le pays de la paix. L'Égypte, c'est le pays de la paix d'un point. Et le plus important, ça a été toujours le débat, qu'il soit en Égypte ou ailleurs, entre les religions. C'est qu'il y a toujours entre religions un sujet. C'est que, est-ce qu'on cohabite ou non? Est-ce qu'on vit en paix ou non? Est-ce que chacun pourrait garder sa foi, son dogme, ses prières et ne pas toucher l'autre et le laisser tranquille ou non? Eh bien, on repère que l'Égypte n'est pas parmi les pays qui sont bien vus dans ce point de vue. Et de là, un forum pareil assure qu'on peut cohabiter, qu'on peut vivre, qu'on n'a pas de soucis et que la mosquée se trouve à côté de l'église et que les deux sont en amitié, travaillent ensemble, habitent ensemble, chacun dans son coin, mais en même temps, les deux en unité et ils sont en parallèle pour l'intérêt de l'État. Oui. Nous devons rester toujours au Sinaï, avec plus de précision au sud du Sinaï, et dans le cadre des festivités marquant la victoire du 6 octobre 1973 contre les forces de l'occupation israélienne, le gouverneur du sud du Sinaï, Khaled Fouda, a annoncé qu'une course internationale du chameau serait organisée le 1er octobre prochain. M. Fouda a reçu une délégation de la Fédération des chameaux des Émirats arabes unis sous la conduite du directeur de la Fédération, Abdallah Moubarak Al-Mouhiri. Donc, le fait d'entrer dans 2 courses internationales des chameaux au niveau des Arabes, c'est un aspect touristique tout à fait intéressant. C'est un aspect touristique, il est déjà pratiqué dans la péninsule. Oui, bien sûr, mais on parle, et même ici en Égypte, où nous avons des festivals pour ces courses des chameaux, mais on parle du niveau régional ou international même. Bien sûr, on commence à parler, mais on n'est pas encore au niveau international, il faut le dire. Car ce n'est pas parmi les sortes de chameaux ou de dromadaires, on pourrait plutôt dire dromadaires que chameaux, on ne possède pas les variétés qui sont faites pour la course. L'Égypte, elle a toujours connu d'autres variétés. Ça veut dire, on a connu par exemple une qui était transporteur de la marchandise, celles qui peuvent porter par exemple 400 km et faire des voyages. On a une deuxième espèce qu'on appelle le bateau du désert, celle qui peut faire le voyage du désert parce qu'ils ont des pas assez larges et qui ne nécessitent pas beaucoup d'eau et puis qu'ils conservent du gras pour qu'ils puissent faire des voyages de jours et de jours sans manger, sans boire. Par contre, l'espèce de dromadaire qui est pour la course n'est pas parmi les espèces égyptiennes. Et de là qu'on n'a pas eu vraiment des compétitions ou un intérêt dans le domaine. Mais aujourd'hui, vu qu'il soit un point d'intérêt dans le Golfe et que l'Égypte possède le terrain et qu'il possède les experts pour le dressage, oui, on a passé pour en rajouter encore un point important d'attraction et ça marche. L'un des points d'attraction, bien sûr, c'est la ville de Sharm el-Sheikh. Au niveau international, bien sûr, est bien connu. Le championnat du monde de nage avec palme va avoir lieu à Sharm el-Sheikh, ou plutôt, si je peux dire, le comité technique de l'Association internationale de plongée et de secourisme a salué plutôt le succès de l'organisation du 16e championnat du monde de nage avec palme en Égypte. Donc, c'était passé. La ville de Sharm el-Sheikh a abrité le championnat du monde de nage avec palme du 28 juillet au 4 août. Et d'autre part, on trouve que les chefs des délégations et les missions participant au championnat ont également loué l'accueil chaleureux et l'hospitalité sur cette terre égyptienne, sur ce point égyptien d'attraction internationale. Donc, c'est un événement. C'est un événement dont j'espère qu'il soit le premier et non pas l'unique. Car Sharm el-Sheikh nécessite beaucoup d'événements, beaucoup de festivals, beaucoup de travail pour qu'elle puisse reprendre sa clientèle. Elle a chuté. Elle n'est pas comme Hurghada qui a repris et qui, qui est toujours surbooké. Mais Sharm el-Sheikh, on a beaucoup vraiment de voix qui en parlent que le taux d'occupation n'est pas encore arrivé au taux désiré. Même si on parle d'un 100% dans certains hôtels, mais à quel prix? Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment une forte demande pour qu'ils puissent remonter, relever son prix. Et quand on réalise des événements comme celui-là, on rajoute sur la capacité hôtelière une nouvelle arrivée. Et on rajoute sur le revue une publicité,
et on se déclare internationalement. Et on représente que la ville, elle est un point d'attraction, ce qui rapporte une clientèle de nouveau et qui nous fait un retour, surtout pour ceux qui aiment la mer, la plongée, vu que Sharm el-Sheikh est un point international pour la plongée. N'oubliez pas qu'il y a Ras Mohammed, qui est la réserve, une des plus connues du monde entier. Mais maintenant, on a un travail à faire pour rapporter des événements à la ville, pour qu'elle soit publiée gratuitement internationalement et qu'elle reprend son visage, que c'est une ville de paix et que les gens reviennent de partout, comme de la Russie, aussi bien que de l'Europe. Ouais. On parle qu'il y a on parle de nouvelles et des déclarations faites par des responsables russes dans le domaine de l'industrie touristique, que les Russes vont revenir à Sharm el-Sheikh à partir d'octobre prochain. Oui. Il y a encore mieux. Les Russes ont depuis... à Sharm el-Sheikh, Hurghada. Hurghada, c'est déjà fait. Depuis le mois de mars, on a maintenant le charter qui fonctionne de nouveau. Le chiffre d'affaires qui était un jour, qui avait dépassé les 2 millions et qui achetait à quelques centaines de milliers, aujourd'hui, il a remonté. Maintenant, tous les hôtels ont des Russes. Partout, le charter est complet. La clientèle... Vous parlez de Hurghada. Hurghada. Oui, en ce qui concerne Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh, c'est maintenant un travail qui doit être fait par Sharm el-Sheikh et non pas de la part des Russes. C'est Sharm el-Sheikh qui doit revenir au cœur des Russes et non pas l'inverse. Ça veut dire un événement comme celui de la compétition à Palma. Mais d'après des déclarations de la part des Russes... La déclaration n'a pas d'importance. L'importance, c'est le travail que nous, on réalise. Ça veut dire pour attirer un client, ce n'est pas la déclaration de l'État qui va rapporter le client. Non, c'est la réputation de l'endroit, le travail réalisé par l'endroit. Nous, on a démarré et on continue. Oui. Et très rapidement, nous devons revenir encore une fois à la Méditerranée, mais cette fois-ci à Damiette, où une campagne anti-plastique a été lancée, intitulée Clean Shores. Et des plages nettoyées, des plages où il n'y a pas de sacs de plastique, ainsi de suite, de plastique même, des bouteilles de plastique, en plastique. Ce projet est un projet exemplaire, mais il n'est pas assez. C'est juste, on peut dire, le début d'un travail gigantesque qui n'est pas encore fait. On n'a pas une surveillance comme il faut pour les bateaux, car les bateaux jettent leurs poubelles. Toutes les plages de l'Égypte, on possède des sacs de plastique. Un jour sur l'autre, qui que ce soit qui nage, on trouve autour de lui. Alors oui, il y a un travail à faire qui n'est pas encore fait. Si Damiette a démarré, il faut qu'on continue. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps, nous devons vous proposer avec nos chers téléspectateurs cette exposition de pièces d'antiquité égyptienne tenues dans des différents pays du monde, notamment en Norvège et en Chine. Une exposition de 180 pièces de l'Antiquité égyptienne a été inaugurée dans le musée de la ville de Tianjin, dans le nord-est de la Chine. Le secrétaire adjoint du musée de Tianjin a souligné que l'exposition présente de précieuses pièces égyptiennes rassemblées par 7 musées italiens, affirmant qu'à travers cette exposition, les visiteurs chinois peuvent comprendre l'ancienne civilisation égyptienne et le rôle unique des dieux dans leur culture. L'exposition présente des momies pour les humains, des crocodiles et des chats, ainsi que de cercueils dorés pour les momies. Par ailleurs, l'ambassadeur d'Égypte en Norvège, Mahi Hassan Abdellatif, a inauguré une exposition d'antiquité et de peinture historique égyptienne au musée folklorique norvégien. L'exposition intitulée Images de l'Égypte comprend des pièces antiques égyptiennes venues des plus grands musées du monde, comme le musée d'Orsay à Paris. Dans une allocution, l'ambassadrice d'Égypte en Norvège a dit que la civilisation égyptienne était une inspiration pour les civilisations suivantes, signalant que l'Égypte sera toujours une inspiration pour le monde entier, pour sa grande histoire et son rôle influent le long de l'histoire.
donc nous devons clôturer tout de suite notre émission, mais avant de vous quitter, j'ai une autre nouvelle. Des plongeurs découverts les ruines d'un temple dans la cité engloutie d'Héraclion. Votre commentaire très rapidement. Très simple, il nous présente que la ville d'Alexandrie n'était pas à l'endroit actuel, mais il y a une partie de la mer qui faisait part de la ville et que la mer elle a avancé et elle a occupé l'ancienne ville. Et c'est-à-dire qu'on a beaucoup de trésors à découvrir dans tous les points de l'Égypte. Et qu'on peut faire un musée sous-marin. Oui. Merci beaucoup pour vos explications et même vos informations tout à fait très précieuses. Bonne fête. Merci, bonne fête. Bonne fête à tout le monde et bon voyage, bon moment et tous les plaisirs du monde. Je vous souhaite cela. Merci beaucoup et bonne fête.